Alors aujourd'hui, je voulais vous partager avec vous notre expérience de la pêche en croisière. Dans cette vidéo, on va parler de canne à pêche, on va parler de moulinet, on va parler de poissons, mais on va aussi parler de conservation des aliments et puis de la manière dont la voile et la pêche en elle-même arrive à se conjuguer, à se marier, on va dire. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Lorsqu'on part comme ça sur un tour de l'Atlantique ou sur un tour du monde, quand on le prépare, la question de la pêche se pose. Alors c'est marrant parce que cette question, elle se pose même si on n'est pas pêcheur. Moi je suis pas pêcheur à la base, je suis plutôt plongeur. Alors j'ai fait de la chasse sous-marine avant de faire de la plongée et donc l'idée de pêcher quand je suis à terre, elle me vient pas forcément à l'idée. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'en préparant le voyage, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pêche ou on pêche pas? Après, certainement qu'on a un peu le fantasme de subvenir à ses besoins directement à la source, en pleine nature. Bon, faut dire que si on avait compté que sur la pêche pour se nourrir, je pense qu'on aurait perdu quelques kilos. Alors, je pense que d'un côté, on a les pêcheurs, les gens qui pêchent, c'est leur activité, ils aiment ça, ça leur procure du plaisir. Et donc, bon, ils ont du matériel, ils sont déjà équipés. Très souvent, soit ils pêchent du bord, soit ils pêchent en bateau, et la configuration, c'est qu'ils vont plutôt pêcher avec un bateau moteur. Nous, c'est un peu différent, on est sur des voiliers, et d'abord, en voilier, on s'occupe des voiles. Après, c'est vrai, il y a des moments où on va être sur des longs bords, où on n'a rien à régler. Là, on peut se dire, tiens, si on allait pêcher. Mais on a besoin, plus que des pêcheurs dont c'est l'activité principale, d'être quand même dans un contexte particulier. Et donc, le matériel aussi, puis la manière de pêcher va s'en ressentir. Ensuite, on n'est pas forcément pêcheur à la base, ou c'est pas forcément notre activité, mais un peu comme dit l'expression, l'occasion fait le larron. Bon, bah du coup, on se dit, tiens, si on pêchait, ça pourrait être sympa, ça peut être aussi une activité en mer, sur des bords qui sont assez longs. Donc là, pour le coup, on va se retrouver un peu, nous, dans notre configuration, c'est-à-dire qu'on n'y connaît rien à la pêche. On va pas non plus investir dans du matériel qui va nous coûter très très cher, parce que déjà la préparation du bateau nous a coûté coûte pas mal d'argent. Donc on n'y connaît rien. On va pas non plus ingurgiter toutes les vidéos YouTube, acheter des bouquins pour apprendre les techniques de pêche, etc. Donc ce qu'il nous faut, c'est quel est le matériel de base, quelles sont les techniques de base et dans quel contexte on peut faire ça. Ensuite, au-delà du plaisir que ça peut apporter de pêcher, alors certains détestent pêcher, et des fois sur le même bateau, on a des gens qui adorent pêcher, des gens qui détestent ça, mais qui détestent pas forcément manger le poisson qui a été pêché. Donc ouais, c'est pas un jugement, mais il faut arriver à faire cohabiter un petit peu tout ça dans un espace extrêmement restreint. Le fait est que quand même pêcher permet d'améliorer l'ordinaire, et surtout sur des longues traversées. Donc traditionnellement on est plutôt sur de la transat, mais on peut être sur des longues traversées aussi, entre les Canaries et puis le Cap-Vert par exemple. On a également des questions, alors pour nous elles se sont posées au fur et à mesure en fait, on les a pas abordées avant de partir sur la préparation, ça aurait pu être pas mal de le faire. Notamment par rapport à la sécurité quand on pêche, par rapport à la conservation du poisson, par rapport aux possibles parasites qu'on va trouver sur des poissons. Donc c'est intéressant d'avoir un petit peu déblayé le terrain, on va dire, avant de partir, parce qu'il y a des choses qu'on peut déjà anticiper en fait quand on est sur le temps de la préparation du voyage. Ce que je vous propose, ça va être de voir un peu le matériel que nous on a sur Ikigai.
en sachant qu'on n'est pas des pros de la pêche et que c'est pas notre activité première. Ensuite, on va regarder un petit peu les différents types de pêche qu'on peut avoir selon les configurations, si on est au mouillage, si on est en navigation, et puis de différents questionnements qu'on peut avoir de manière un peu périphérique au fait de ramener du poisson. On va commencer par, au niveau du matériel, par les cannes. Donc nous, on a 3 cannes à pêche sur Ikigai. Alors là, elles sont démontées. Je vais en monter quelques-unes tout à l'heure. Ce que j'utilise pas mal, c'est le velcro comme ça. Parce que ça permet de tenir les choses ensemble. Parce que tout ce matériel, le truc, c'est qu'après, il faut le ranger. Et nous, dans notre KGB, là-bas, si on ne tient pas tout ensemble, à la fin, il y a toujours un brin qui part d'un côté, la canne qui part de l'autre. On va retirer un sac ou une caisse à outils, finalement, il y a tout qui va tomber. Donc, je vous montrerai aussi comment on attache tout ça, nous, dans le KGB. C'est important parce que si tout est compliqué, à la fin, on pêche plus. Parce que on se dit, oh là là, il va falloir sortir ça, je vais m'emmêler. Après, une fois qu'on va pêcher, il va falloir tout ranger. Ce sont des choses qui paraissent pas grand chose, mais avoir des petits velcro comme ça, ça c'est pas mal quand même. Ça c'est notre canne principale. Voilà, elle fait 1,80 m à peu près, donc pour vous donner un ordre d'idée, au niveau du moulinet, voilà, ma main elle est là, on est à peu près sur cette taille de moulinet là. Donc c'est quand même un moulinet qui est assez conséquent, c'est un moulinet pour la mer. Hein, comment dire, cette canne là, franchement, on a utilisé que celle-là. Les deux autres, on les a pas utilisées. Alors peut-être aussi parce que nous, on n'est pas des mordus de pêche, hein, mais avec celle-là, c'était vraiment notre canne à tout faire. Elle est pratique parce que 1,80 m, une fois dissociée, parce qu'elle se coupe en deux, elle prend pas de place. Et puis le moulinet est suffisamment costaud pour remonter tout ce qu'on veut remonter. On n'est pas sur un voilier, on part pas sur la pêche au thon qui fait 350 kg. Hein, donc on n'est pas du tout équipé pour remonter ce type de poisson. Donc ça va bien avec les poissons qu'on peut trouver en transat sur des petits thons ou des grosses bonites, des dorades coryphènes, des choses comme ça. Ça c'est la tresse qu'on utilise, c'est la tresse qui équipe les moulinets. Hein, en tout cas, quasiment tous les moulinets sont équipés de ça. Donc voilà, elle supporte quand même pas mal de poids. Et au bout de cette tresse, on a un gros émerillon. Voilà, hop, ici. Et ensuite, on a notre bas de ligne. On a une seconde canne à pêche, voilà, qui fait aussi un peu plus d'1,80 m, 1,85 m, avec un moulinet beaucoup plus classique. Une canne à pêche un petit peu plus fine. Et puis la canne à pêche blanche qui est beaucoup plus courte, qui fait 1,50 m. Alors celle-là, elle est bien aussi parce que elle a un moulinet mer. Et puis surtout, elle fait 1,50 m. Donc on n'a pas besoin de la démonter. Donc là aussi, on est sur des montages un petit peu plus fins. En fonction du type de poisson qu'on a envie de ramener ou du type d'endroit dans lequel on va être. Encore une fois, nous en termes de canne, on a utilisé que celle-ci. Voilà, celle avec le gros moulinet qui fait 1,80 m et qui est monté très très gros parce que finalement, là où on a le plus pêché, c'était pendant la transat. Si je devais garder qu'une seule, je garderais celle-là. Et puis, je partirais sur une seule légère. Voilà, je ne prendrai pas plus que deux. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais garder les 4. Je pense que 2, c'est largement suffisant parce qu'on peut en garder une. Et puis, si on a un copain qui veut pêcher aussi ou quelqu'un d'autre qui veut pêcher, pour moi, c'est suffisant. Lorsqu'on fait de la pêche à la traîne, en fait, une bonne alternative à la canne, ça va être le yo-yo. Voilà, on va le voir ici. C'est ce truc-là, jaune, là. Donc ça, c'est bien. On peut attacher le fil. Il y a un côté qui est celui-là qui est en biseau. Donc là, ça file. Il est relativement gros. Donc on peut bien l'avoir en main.
Donc on a une bonne prise. Là c'est pareil, je mets la tresse, que de la tresse. Oh, je sais pas, il doit y avoir, je sais pas, 30 mètres ou de tresse dessus. Voilà. En général, quand on pêche à la traîne, c'est vrai qu'on laisse partir beaucoup de fil. Ça, peut-être 50 mètres. Hein. Là c'est pareil, on a un gros émerillon. Et ensuite on va mettre le bas de ligne. On les verra tout à l'heure, les bas de ligne que nous on a utilisés. Donc si je résume, ce qu'on a utilisé c'est ça, le yo-yo là, et la grosse canne. Voilà. Lorsqu'on fait de la pêche à la traîne. Ce que je trouve bien avec ça, c'est que déjà c'est pratique, c'est pas cher par rapport à une canne et à un moulinet, et puis ça se range très facilement en fait. Vous voyez, ce que j'apprécie avec celle-là de canne, c'est que une fois pliée, elle prend vraiment pas de place, donc on peut la ranger facilement dans le bateau. Là on a nos caisses, donc moi j'ai deux caisses. La première c'est la petite qui est là, dedans j'ai les hameçons et les émerillons, ce qui me sert à faire mes bas de ligne. Et puis dans l'autre là-bas, je vais plutôt avoir les leurres que je vais utiliser, puis les plombs un petit peu gros. Alors si on se rapproche de celle-là, ce qu'on va avoir, ça va être voilà, les émerillons. Donc vous voyez, on est quand même sur des gros émerillons. Et puis de la même manière, pour les hameçons, on est sur du 6, hein, donc 6 ou 4. Voilà, c'est les deux qu'on va avoir, ça va être 6 et 4, plus des perles. C'est ce qu'on a ici. De ce côté-là, on va avoir tout un tas de leurres en dessous, là. On a du fil pour faire les bas de ligne. On a des plombs, parce que ça, c'est pas mal de plomber nos petits squidly, là, nos petits comment on dit, poulpes. Et puis, qu'est-ce qu'on a pas mal utilisé? Alors là, j'ai sorti ce qu'on a beaucoup utilisé. On s'était fait deux petits poulpes là avec des perles, une olive comme ça, et puis un gros hameçon. Donc ça marche pas mal. Là, on a à peu près la même configuration. Le petit squid là. Ça marche bien. Bon, il a des plumeaux, alors ça c'est un peu emmerdant parce que ça s'en mêle tout le temps. Mais vous voyez, l'hameçon il est quand même relativement gros. Et là-dedans, il y a pareil une olive qui vient le plomber pour qu'il s'enfonce dans l'eau. Alors, ce qu'on a rajouté parfois, quand le bateau marchait un petit peu et que les trucs avaient tendance à flotter, c'est un plomb comme ça. Voilà. Qu'on rajoutait, donc lui il fait quand même 200 grammes, hein, et il venait plomber la ligne, et en avançant, après on avait lui là, le squid. Donc ça c'était pas mal parce que ça lui permettait d'avoir la tête sous l'eau. Après ça a pas mal marché aussi, ces deux trucs là, le gros, le petit, ils ont bien marché. Et les bas de ligne, on les fait avec ça. Voilà. C'est il y a 50 mètres en 0,90 mm. Donc ça fait quasiment 1 mm de diamètre. Donc là, ça casse pas. Et la tresse qu'on a non plus ne casse pas. Alors on a pas mal de poissons qui sont décrochés parce que bon, des fois on a bataillé 25 minutes, une demi-heure pour les remonter. Bon, ils sont quand même décrochés, mais c'est pas le matériel qui a cassé. Alors, si je devais refaire une boîte, ce que je prendrais à minima pour pas m'encombrer avec plein de trucs, ça serait des hameçons comme ça, des gros, du 6 et du 4. Là, je parle pour la pleine mer, hein, la traîne. Et puis des émerillons comme ça en numéro 5 qui vont supporter plus de 50 kg. Je reprendrai des perles comme on a en haut là, par ici, mais plus grosses. Et puis tout un tas de petits squids, de petits poulpes comme ça. Je garderai ça en 0,90. Ça, je sais pas si je l'utiliserai. C'est pour du 50 livres. Je garderai toutes ces olives là pour plomber la tête des petits poulpes. Et puis je prendrai forcément ça parce que ça nous a bien été utile. Et puis ces deux là. Voilà.
Les autres, bon, ils marchent bien aussi, hein, mais je pense pas que ce soit la peine d'en avoir 50. Par contre, ça, les petits squids là, ça c'est bien d'en avoir pas mal et d'en avoir dans des couleurs un petit peu différentes, des petits, des plus gros comme celui-là. Voilà, au minimum, je prendrai ça pour faire de la pêche à la traîne lorsqu'on est sur une transat ou quand on est sur des très longs bords. En canne, au minimum, je prendrai celle-ci, voire une deuxième, un petit peu comme la blanche qu'on a là-bas. Si j'ai, soit si je casse celle-là, soit si j'ai quelqu'un qui veut pêcher aussi, et je prendrai forcément ça. Voilà. Pareil avec un gros émerillon et puis 40-50 mètres de fil dessus. Quelque chose de bien utile aussi, c'est le repose-canne. Voilà, donc nous on l'a mis ici par rapport au portique, donc il peut s'orienter d'une manière ou d'une autre. Ça permet de poser la canne et puis de la laisser tant qu'on est à la traîne jusqu'au moment où il y a un poisson qui vient se prendre. Pensez également à prendre un dégorgeoir. Voilà, parce que quand vous avez l'hameçon qui est au fin fond de la gorge du poisson, c'est quand même beaucoup plus simple avec un bon dégorgeoir. Autre instrument de pêche qui peut être utile, ça peut être... mais là, on va venir plus dans la partie, le type de pêche. Parce que finalement, ce que je vous ai présenté, c'est ce que nous, on a utilisé lorsqu'on était sur des très longues traversées et qui était de la pêche à la traîne. Donc la pêche à la traîne, faut pas que le bateau il fasse plus de 6 nœuds, sinon c'est plus un poisson qui est derrière vous, c'est une sorte de torpille. Hein. Donc c'est maximum 6 nœuds. Entre 4 et 6, on est pas mal. On est sur un temps aussi dans la pêche à la traîne où le temps est relativement stable. Alors il peut y avoir des vagues, mais à partir du moment où tout est stable, bon, ça va. Mais si on s'aperçoit qu'il faut régler les voiles, moi ce que je trouve incompatible, c'est pêcher et régler des voiles. Voilà, pour moi c'est pas naturel. Je suis d'abord un voileux, je suis pas un pêcheur. Et me trimballer avec du fil, des hameçons, des cannes, alors que il faut border ou il faut refaire faire des virements de bord, etc. Alors c'est pas infaisable, hein, tout est faisable, mais voilà, je trouve pas ça, c'est pas la configuration que moi je vais préférer. Donc on est sur des longs bords, pêche à la traîne, voilà, bon c'est avec ce matériel là qu'on s'est débrouillé. L'autre configuration, c'est on est au mouillage et vous voulez pêcher. Bon là vous êtes un petit peu plus dans la configuration qu'on va retrouver quand on pêche au bord d'un quai. Donc là, si vous n'êtes pas pêcheur au départ, c'est assez rare d'aller faire ce type de pêche là. Maintenant, rien n'empêche de se dire, tiens, je me suis pris un goût, j'ai envie de passer 5 minutes, j'envoie la canne, et puis... donc on est sur un autre type de pêche, et on est sur des cannes qui vont être un petit peu plus légères, avec des moulinets un petit peu plus légers aussi. À bord, vous pourriez également avoir un casier. C'est pas interdit, le nombre est limité. La réglementation limite le nombre de casiers qu'on peut avoir à bord. On peut avoir également un fusil de chasse sous-marine. Ça, c'est lorsqu'on chasse en apnée. Faites attention dans ce cadre-là. Moi, j'ai les blocs de plongée, donc j'ai pas de fusil à bord. Parce que la réglementation française, en tout cas, vous interdit d'avoir et de quoi faire de la plongée en bouteille et de quoi chasser en apnée. Alors elle l'interdit pour une raison simple, hein, c'est que on peut pas expliquer à quelqu'un qui fait le contrôle que on n'est pas en train de faire de la chasse sous-marine avec des bouteilles. Voilà, c'est improuvable en fait. Dans les deux sens, hein, mais la loi française fait que c'est à vous de prouver que vous le faites pas. Donc pour prouver que vous le faites pas, vous pouvez pas les avoir à bord les deux. Certains les ont. Moi c'est pas mon cas. J'avais le matériel de chasse sous-marine. Je ne l'ai pas embarqué quand je suis parti avec les blocs. Ce qui se fait pas mal aussi dans les Caraïbes, c'est la fouenne. C'est une sorte de trident avec un élastique.
un peu comme on dirait un lance-pierre en fait, on tire sur l'élastique et plouf, on lâche le trident. Ça se fait pas mal ici en pratique de pêche, donc c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi sur le bateau. Bon, toujours la même réglementation par rapport au bloc de plongée. Le type de pêche qui va se faire le plus en voilier, c'est la pêche à la traîne. Quand on fait de la pêche à la traîne, normalement on en a parce que on doit avoir ça dans la baille à mouillage, hein. On est censé avoir des gants en cuir ou des gants pour se protéger, même si on les utilise pas forcément. Mais voilà, c'est bien d'avoir des gants parce que selon le type de poisson que vous allez ramener, le poisson il gigote beaucoup. Lui, il n'a pas envie de mourir, hein. Donc il gigote énormément. Pour l'attraper, selon le type de nageoire que vous allez avoir aussi, c'est bien de se protéger les mains. C'est bien aussi d'avoir un crochet pour ramener le poisson à bord si vraiment le poisson est gros. Donc le crochet et les gants, voilà, ça c'est sont deux éléments que si vous faites de la pêche à la traîne, c'est quand même pas mal d'avoir sur le bateau. Ce que j'ai regretté de ne pas avoir emmené par rapport à la pêche, c'est un bon couteau pour lever les filets. Un couteau assez long et fin là, et bien aiguisé. Et j'ai regretté aussi de ne pas avoir une planche à découper dédiée, c'est-à-dire une planche à découper d'une bonne taille et une planche à découper en matière plastique épaisse, la blanche, parce que ça se lave très facilement. Et puis c'est quand même relativement solide. Il faut voir que certains poissons, quand vous les découpez, ils saignent quand même beaucoup. Donc c'est quand même pas mal d'avoir. Si la planche elle a des petits rebords qui permettent d'éviter de mettre du sang partout, c'est pas mal. Sinon, il faut se débrouiller avec un seau et puis une fois que le poisson s'est un peu vidé, de finir à la planche. Ce qu'on a aussi sur Ikigai, alors ça on l'a parce que nous on fait de la plongée, c'est des bouquins qui permettent de reconnaître les poissons. Donc c'est voilà, c'est déjà on sait ce qu'on mange. Et puis on a une idée si le poisson est quand même plus ou moins comestible. Concernant la pêche, il y aurait un dernier point sur lequel j'attirerai aussi l'attention, ça va concerner les parasites. Nous, on a attrapé des poissons en Atlantique, on voyait des sortes de petits vers qui couraient sous la peau. Bon, autant dire que on les a remis à l'eau, on s'est même pas dit, tiens, en les faisant cuire, ça va passer. Parce que peut-être qu'en les faisant cuire, ça serait pas ça, ça les aurait tués. Mais j'ai pas envie d'avoir quelqu'un à bord de malade en plein milieu de l'Atlantique, loin de système hospitalier. Je ferai attention également à la ciguatera. C'est la ciguatera c'est ce qu'en Nouvelle-Calédonie ils appellent la gratte. Donc c'est une microalgue qui va venir s'accumuler. C'est une neurotoxine qui est liée au récif corallien et donc les petits poissons les mangent et puis plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus on en retrouve, plus les doses sont concentrées. Alors les poissons qui vont être les plus susceptibles d'avoir ça va être les barracudas, les mérous, les carangues, les murènes. Voilà, donc c'est une neurotoxine qui va s'accumuler. Donc plus on mange ce type de poisson, et ça s'accumule aussi dans notre corps. Et c'est une neurotoxine, donc ça va s'attaquer aux nerfs moteurs, aux nerfs sensitifs, et puis également au niveau cardiaque, au niveau digestif. Donc bien se renseigner là-dessus, soit auprès des locaux, soit en lisant des bouquins ou en regardant des vidéos, mais en tout cas des choses avec des sources relativement sûres en termes d'informations. Voilà, donc à consommer du poisson de ma propre pêche, ce sont des choses auxquelles je ferai attention. Lorsqu'on pêche et que la pêche est fructueuse, alors parfois elle est fructueuse parce qu'on attrape un gros poisson et parfois elle est fructueuse parce qu'on a la possibilité d'en attraper plusieurs. En tout cas, lorsqu'on attrape un gros poisson, le poisson c'est pas quelque chose qui va se conserver longtemps. Donc le poisson qu'on va attraper va faire souvent plusieurs repas à plusieurs en fonction du nombre de personnes qu'on est à bord. Donc le réflexe premier, lorsqu'on en a un en traversée, parce que parfois certains les débranchent, c'est le frigo. Mais le frigo c'est juste quelques jours. Nous on a un congélateur aussi, un petit congélateur sur Ikigai, mais on l'avait pas allumé en transat parce que on voulait se sécuriser par rapport à
un problème potentiel de batterie, on aurait largement pu l'allumer, hein, parce qu'on a la capacité à l'avoir en même temps, mais comme le pilote auto était tout le temps allumé, donc on n'a pas voulu prendre ce risque-là. Il nous est bien pratique maintenant, en tout cas, le congèle. Donc on pourrait avoir un congélateur. Ce qu'on peut utiliser aussi, ce sont les machines pour mettre sous vide. Alors ça, c'est pas mal, c'est une bonne alternative. C'est une sorte d'entre-deux, entre le congélateur qui est un peu plus longue conservation et le frigo. La machine à mettre sous vide permet d'enlever l'air, hein, donc du coup on enlève l'oxygène, qui est un des éléments qui favorise le développement bactérien en fait. Et quand on enlève l'air et qu'en plus on enlève la chaleur en le mettant au frais, ça permet de conserver les aliments quelques jours de plus. Alors vous n'allez pas garder le poisson 3 semaines de plus, mais ça permet de passer de 2 jours par exemple à 4 jours. Donc on va être presque sur une semaine. Donc ça aussi à bien vérifier avant de partir. Le truc c'est que la machine, bon, elle n'est pas très chère. Mais par contre, il faut bien penser à prendre des sacs. C'est une sorte de rouleau qu'on découpe et puis on se fait ces sacs à la longueur qu'on veut par rapport aux aliments. Mais voilà, il faut avoir plusieurs rouleaux d'avance, on va dire, pour pas se retrouver en rade, parce que là pour le coup, on trouve pas ces sacs de partout. Hein. En Espagne, on va en trouver, en Martinique, on va en trouver, mais on n'en aurait pas trouvé à Mindelo par exemple. Et si on tombe en panne à ce moment-là, bon bah c'est un peu dommage parce que c'est juste avant la transat. Donc pour allonger un petit peu la durée de vie du poisson, on peut aussi le cuire immédiatement et ensuite soit le mettre au frigo, soit le mettre sous vide, soit le mettre au congélo. Ça permet de rallonger un petit peu sa durée de vie, on va dire. Pour moi, le principe quand même fondamental, c'est de ne pêcher que ce qu'on peut consommer et de ne pas prélever du poisson parce qu'il y a du poisson et qu'on peut le prélever. Voilà, on va prélever uniquement ce que l'on sait pouvoir consommer et ou conserver. La manière dont on va ranger tout ça sur Ikigai, donc nous, tout se passe dans le KGB, hein, dès qu'il faut ranger un truc, c'est ici. Donc, on attache nos cannes à pêche. Donc, vous voyez, c'est les risselants. On les a pris derrière avec une petite vis. Et ça, sont des risselants qu'on peut attacher et détacher à volonté. Donc, c'est assez pratique. Et les cannes sont attachées entre elles jusqu'en bas avec le rouleau là de fil. Bon, là-bas j'ai le bloc et on a une autre canne qui elle est attachée ici sur le même principe. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même vachement pratique d'avoir des cannes qui se déplient, qui sont en plusieurs morceaux, parce que du coup ça permet de les ranger dans des endroits qui sont assez contraints en termes d'espace. Je vous ai présenté la manière dont nous on fonctionne sur Ikigai, qui est une manière, je pense, du croisiériste, on va dire lambda, c'est-à-dire la personne qui, avant de partir, n'était pas pêcheur. Quel est le matériel qui nous a été utile? Qu'est-ce qu'on emmènerait si on devait refaire la même chose, et qu'est-ce qu'on conserve quand on se met à la pêche là sur des bords un petit peu longs. Voilà, donc ma conviction, c'est, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un qui adorait pêcher, quelqu'un qui de toute façon a de très bonnes connaissances au niveau de la pêche, ça va être d'embarquer le minimum, c'est-à-dire on va dire 2 cannes à mouliner, une grosse, une petite, un yo-yo, et puis surtout en termes de leurre, des petits squids là, et puis du câble assez costaud, parce qu'il y a des moments où selon ce qu'on attrape, ça peut quand même tirer pas mal. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle était utile pour vous, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.